Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la première partie de Guerre et paix. Il s'agit d'un roman de Léon Tolstoï, publié en feuilleton entre 1865 et 1869 dans Le Messager russe. Nous sommes à Saint-Pétersbourg, en juillet 1805. Anna Pavlovna Scherer, qui est demoiselle d'honneur de Sa Majesté l'impératrice Marie Féodorovna, va donner une soirée. Elle pense que la Russie, gouvernée alors par l'empereur Alexandre, délivrera seule l'Europe dirigée par Napoléon Bonaparte qu'elle qualifie d'antéchrist. Elle discute avec le prince Basile. Le prince l'interroge sur le fait que l'impératrice mère désire la nomination du baron Funk pour le poste de premier secrétaire à Vienne. En réalité, il aurait aimé qu'un de ses fils obtienne ce poste. Anna loue les enfants du prince, sauf le cadet Anatole qu'elle dit ne pas aimer. Le prince déclare lui-même qu'Anatole est un imbécile turbulent qui lui coûte 40 000 roubles par an. Il dit n'avoir jamais eu la bosse de la paternité, mais il accepte ses enfants, par soumission à la destinée. Anna Pavlovna propose de marier Anatole à la princesse Bolkonski. Cette dernière a un père très riche. Le frère de cette princesse et sa belle-sœur seront présents à la soirée de tout à l'heure. Le prince Basile est d'accord et Anna propose de favoriser ce mariage. À la soirée, se trouve Hélène qui doit emmener son père, le prince Basile, à la fête de l'ambassadeur d'Angleterre. Sa soirée avec Anna va donc être écourtée. Sont présents Hélène, qui est la fille du prince Basile, la princesse Bolkonski, le prince Hippolyte, qui est un des deux fils du prince Basile, Mortemart, l'abbé Morio et bien d'autres. La princesse Bolkonski est mariée depuis peu et va bientôt être mère. Son mari va participer à la guerre. Le fils naturel du comte Bezoukov nommé Pierre inspire de la crainte à Anna Pavlovna. Elle le surveille souvent pour éviter qu'il n'ait des paroles maladroites. Pierre fait preuve d'impolitesse en s'en allant avant que les personnes aient eu le temps de terminer leurs phrases. Il a été élevé à l'étranger et c'est sa première soirée en Russie. On parle de l'abbé Morio et de sa paix perpétuelle. Mademoiselle Scherer est une hôte qui s'occupe de ses invités. Anna Pavlovna fait en sorte que le vicomte raconte l'anecdote qui circule sur le duc d'Enghien. Elle fait venir Hélène dans le groupe. La princesse Bolkonski et Hippolyte se joignent à eux. Le vicomte raconte l'histoire. Napoléon aurait fait assassiner le duc d'Enghien après qu'ils se soient rencontrés tous les deux chez mademoiselle Georges. Anna Pavlovna met fin à une conversation entre Pierre et l'abbé Morio. L'abbé pense que la Russie pourrait faire quelque chose pour aboutir à l'équilibre de l'Europe. Pierre est dubitatif. Le jeune prince André Bolkonski fait son apparition, alors que tous les invités du salon l'ennuient. Il sera aide de camp du général Koutouzov. Pendant qu'il sera à la guerre, il veut placer sa femme à la campagne. Il y a un salut cordial entre André et Pierre qui se connaissaient déjà. Hélène et son père partent tôt, car ils doivent se rendre à une fête de l'ambassade d'Angleterre. Alors que le prince Basile est sur le point de partir, la princesse Droubetskoï l'interpelle, car elle souhaite que le prince parle à l'empereur afin que son fils Boris soit admis dans la garde. Le prince lui conseille de plutôt s'adresser au prince Galitzine. Elle insiste et le prince lui cède. Elle souhaite aussi que le prince interfère pour que son fils soit tête de camp pour Koutouzov, mais le prince ne peut rien promettre pour ça. Anna Pavlovna, le prince André et le vicomte parlent négativement du sacre de Napoléon et de sa prise de pouvoir. Anna Pavlovna pense que les Français, une fois débarrassés de l'usurpateur, auront un roi légitime. D'après le prince André, ça sera difficile de revenir au passé. Se pose la question de savoir si le peuple français soutient ou non Napoléon. Pierre prend parti pour Napoléon, alors que pour les autres invités c'est le contraire. Anna Pavlovna sent le danger qu'il y a laissé Pierre parler librement et elle tente de l'arrêter. Pierre voit la Révolution comme une grande œuvre. Le prince André tente de réparer les maladresses de Pierre. Le prince Hippolyte met fin au débat houleux en racontant une anecdote moscovite à propos d'une femme avare qui a placé, à l'arrière de sa voiture, une femme de chambre au lieu de 2 valets de pied. C'est la fin de la soirée et les invités se retirent un à un. Les gaucheries de Pierre sont pardonnées, car il s'agit d'un bon et brave garçon. Anna Pavlovna a pu parler à Lise Bolkonski du projet de mariage entre la belle-sœur de Lise et Anatole. Le prince Hippolyte fait plus ou moins la cour à Lise alors qu'elle est accompagnée de son mari, le prince André. La princesse est d'ailleurs ensuite le sujet de conversation entre Hippolyte et le vicomte. Pierre se rend au cabinet du prince André. Ce dernier lui fait des remarques sur son comportement lors de la soirée d'Anna Pavlovna. Pierre n'a pas encore choisi une carrière, alors que son père attend une réponse. Il a pensé à faire la guerre contre Napoléon, mais il ne peut pas se résoudre à lutter contre le plus grand homme qui soit au monde. Pierre voulait partir, mais il reste lorsque la femme d'André, nommée Lise, fait son apparition. Pierre et Lise se questionnent sur le besoin qu'ont les hommes de faire la guerre. Cependant, Lise pense que son mari a une position enviable et qu'il peut devenir aide de camp de l'empereur. Elle appréhende le départ de son mari, car elle ne veut pas être privée de ses relations de Saint-Pétersbourg, surtout dans son état de grossesse.
Elle sera pourtant à la campagne avec le père et la sœur de son mari. André ne comprend pas la crainte de sa femme. Lise remarque que son mari a changé de comportement envers elle depuis quelques mois. Mal à l'aise à cause de la dispute entre les époux, Pierre veut s'en aller, mais André le retient, car il souhaite passer la soirée avec lui. C'est de nouveau un sujet de plainte de Lise. André et Pierre vont souper ensemble. André recommande à Pierre de prendre son temps avant de se marier, quitte à se marier plutôt vieux. Lui-même regrette de s'être marié. Le mariage est considéré comme un frein à l'aspiration et à la carrière. André dit que sous le vernis, les femmes fréquentant les salons et les bals sont concernées par la médiocrité, par la vanité et par la sottise. Il se considère comme un homme fini, alors que Pierre lui fait remarquer qu'il a l'avenir devant lui. André recommande à Pierre de ne plus fréquenter les couragines et d'arrêter sa vie de débauche. Pierre habite chez le prince Basile et partage le mode de vie du fils cadet nommé Anatole. Pierre promet à André de ne plus aller aux soirées d'Anatole. Pierre quitte son ami avec l'intention de rentrer chez lui. En chemin, il change d'avis et rejoint la soirée d'Anatole Kouragine. Dologov parie qu'il peut boire toute une bouteille de rhum tout en se tenant sur le rebord de la fenêtre. Il réussit son pari. Pierre veut faire la même chose. Le prince Basile tient sa promesse envers la princesse Droubetskoï. Boris est nommé sous-lieutenant dans la garde, mais il ne devient pas aide de camp de Koutouzov. La princesse Droubetskoï retourne chez des membres de sa famille qui sont le comte et la comtesse Rostov. On y célèbre les fêtes des Nathalie. La comtesse et la fille cadette portent ce prénom. Marie Elvovna Karagine fait son entrée, accompagnée de sa fille Julie. On parle de la mauvaise santé du comte Bezoukov et de son fils naturel Pierre qui lui causerait du chagrin. Dologov, Anatole et Pierre ont attaché un officier de police sur le dos d'un ourson et les ont lancés dans la Moïka. Suite à cela, Dologov a été fait soldat. Pierre a été envoyé à Moscou et Anatole a bénéficié de l'étouffement du scandale grâce à son père. Le comte Bezoukov n'a que des enfants naturels, il en a une vingtaine, mais Pierre est son favori. Le prince Basile est l'héritier direct du comte, si bien qu'on ne sait pas à la mort du comte qui des deux héritera de la très grosse fortune. Le prince Basile est en ce moment même aux côtés du comte. On entend du bruit provenant de la pièce voisine. La comtesse Rostov reçoit la visite de sa fille Natacha qui n'est plus une petite fille, mais pas encore une jeune fille. Elles se souhaitent mutuellement une bonne fête. Natacha a avec elle une poupée qui ressemblerait à Mimi. La jeunesse fait son apparition. Celle-ci se compose de Boris Droubetskoï, de Nicolas et de Petroucha qui sont les fils du comte Rostov, et de Sonia qui est la nièce du comte Rostov. Boris et Nicolas sont tous deux amis, bien qu'ils soient différents. La princesse Droubetskoï envoie Boris chercher la voiture. Dans le salon de la jeunesse, il ne reste plus que Nicolas et Sonia. Sonia est secrètement amoureuse de son cousin Nicolas. Le comte raconte que Nicolas veut suivre Boris à la guerre par amitié. Nicolas partira avec le colonel du régiment de Pavlograd, qui sera présent au dîner. Julie dit à Nicolas qu'elle s'est ennuyée sans lui chez les Argarov. Quand Sonia part en se retenant de pleurer à cause de sa jalousie, Nicolas va la rejoindre. La princesse Droubetskoï et la comtesse ont deviné l'attachement qui lie les deux cousins. La comtesse est persuadée que ses enfants ne lui cacheront rien et que Nicolas ne fera pas de folie. La conversation dévie sur Natacha qui reçoit des leçons afin de devenir cantatrice et qu'on dit amoureuse de Boris. Natacha se cache de Boris. Elle assiste au dialogue entre Sonia et Nicolas. Ce dernier promet de ne plus parler à Julie et il se passe une scène de réconciliation entre les deux jeunes gens. Une fois qu'ils sont partis, Natacha appelle Boris. Elle lui demande de l'embrasser, puis elle l'embrasse. Boris se dit amoureux d'elle, mais il veut attendre 4 ans avant de demander sa main. La comtesse Rostov veut se trouver un moment en tête-à-tête avec son amie la princesse Droubetskoï. La comtesse Rostov fait en sorte que sa fille Vera ne soit plus dans les environs. Vera trouve les deux couples, Nicolas Sonia et Boris Natacha. Elle se récrie sur la manière dont les 4 personnages se comportent. Natacha lui fait remarquer qu'on la laisse tranquille quand elle est en compagnie de Berg. Elle lui reproche de n'aimer personne et les 4 enfants la traitent de Madame de Genlis. La comtesse Rostov dit à la princesse Droubetskoï qu'elle craint d'être ruinée à cause des dépenses de son mari. La comtesse lui demande comment elle s'y est prise pour que Boris devienne officier dans la garde, alors que son fils Nicolas n'est que junker. La princesse lui raconte ses démarches difficiles, ainsi que sa réussite auprès du prince Basile. Elle dit connaître un état de pauvreté, car elle est veuve et car elle a un procès en cours. La mère de Boris a besoin de 500 roubles pour équiper son fils. Elle compte demander de l'aide au comte Bezoukov, qui est le parrain de Boris. La princesse va lui rendre visite avec Boris avant que le comte et la comtesse servent le dîner. Le comte Rostov demande à la princesse d'inviter Pierre à dîner. La princesse Droubetskoï et Boris entrent chez le comte Bezoukov. Bien qu'un Suisse ait voulu l'empêcher de voir le comte Bezoukov qui est dans un état grave, la princesse parvient à voir le prince Basile. La princesse et son fils le remercient pour ce qu'il a fait pour Boris. L'état de santé du comte Bezoukov a peu d'espoir. La princesse doit de nouveau forcer la main afin d'avoir une chance de parler au comte.
La princesse ira voir le comte, tandis que Boris trouvera Pierre et lui proposera l'invitation des Rostov. Le prince Basile est heureux de se débarrasser de Pierre. Après avoir été envoyé à Moscou, Pierre s'est rendu chez son père. Il a été reçu comme un pestiféré par les trois princesses. Elle ne voulait visiblement pas le laisser voir son père, car elle craignait une aggravation de l'état du malade s'il voyait son fils. Pierre est retourné dans sa chambre. Il a été appelé le lendemain par le prince Basile, qui est installé dans la maison du comte. Le prince Basile lui a dit qu'il était inutile qu'il voie son père. Pierre est depuis laissé pour compte. Boris vient voir Pierre et lui dit qu'il est invité à dîner par le comte Rostov. Nous apprenons que Moscou n'est pas intéressé par l'expédition de Boulogne de Napoléon, mais par la personne qui recevra l'héritage du comte Bezoukov. Certains chercheraient à obtenir une obole auprès du mourant. Boris lui dit que ni lui, ni sa mère ne sont de ces gens-là. Au moment du départ de Boris, Pierre lui promet de venir au dîner. La princesse Droubetskoï a pu voir le comte et elle s'est rendue compte dans quel état extrême il est. Elle espère que le comte leur léguera quelque chose. La comtesse Rostov demande 500 roubles à son mari. Le comte demande à Mitenka, qui gère ses affaires, d'aller lui chercher 700 roubles. La comtesse reçoit les billets. La princesse Droubetskoï revient. Après avoir appris que la tentative de la princesse a été infructueuse, la comtesse lui donne l'argent pour le costume de Boris. Les invités sont de nouveau présents chez les Rostov. Le comte attend Marie Dmitrievna Afrosimov. On parle de la guerre qui est maintenant officiellement déclarée. Parmi les invités sont présents entre autres Shinshine et le lieutenant Berg qui est censé accompagner Boris au régiment de Semenovski. Le lieutenant Berg explique à Shinshine les avantages qu'il y a à travailler dans la garde. Il y gagne 230 roubles par trimestre. Pierre vient d'arriver. Aux questions de la comtesse Rostov, puis de la princesse Droubetskoï, il répond à peine et semble chercher quelqu'un. Marie Dmitrievna fait enfin son apparition. Tous peuvent enfin dîner. Ils se mettent à table. Le comte et la comtesse Rostov, bien qu'ils soient à des côtés opposés de la table, se regardent. Berg parle avec Vera. Boris nomme les invités à Pierre, alors que Pierre ne s'intéresse qu'à la nourriture et au vin, tout en lançant des regards à Natacha, qui a, elle, des yeux passionnés. Sonia ressent de la jalousie, car Nicolas, qui est placé auprès de Julie Karagine, est en train de parler avec elle. Les hommes parlent du manifeste de la déclaration de la guerre. Alors que Shinshine remet en question la guerre, le colonel évoque sa nécessité. Nicolas et Pierre sont de l'avis du colonel. Natacha s'apprête à faire une déclaration, mais l'air effrayé de sa mère lui fait demander quel plat sucré ils auront. Une fois le dîner fini, les invités passent de la salle à manger au salon. Le comte Rostov s'apprête à jouer aux cartes, tandis que sa femme se place près du piano et de la harpe. Julie joue de la harpe. C'est ensuite au tour de Nicolas et de Natacha de chanter. Natacha part à la recherche de Sonia. Elle la trouve sur le banc du corridor en train de pleurer. En effet, Nicolas part dans une semaine et elle sait qu'il y aura des obstacles entre elle et Nicolas. Vera a découvert des vers que Sonia a écrits. Elle a menacé de tout révéler à la mère et elle a dit que ce n'est pas Sonia que Nicolas va épouser, mais Julie Karagine. Natacha console Sonia en lui disant qu'un mariage avec Nicolas est possible. Natacha a vous trouvé Pierre, très drôle. Natacha et Sonia rejoignent les invités. Les enfants chantent, puis on danse. Natacha invite Pierre à danser avec elle, ravie d'avoir à danser avec un grand monsieur. Marie Dmitrievna danse avec le comte Rostov. Le comte se fait remarquer lorsqu'il danse sur le Daniel Cooper. Pendant que les invités du comte et de la comtesse Rostov sont en train de danser, le comte Bezoukov a sa énième crise d'apoplexie, ce qui fait qu'il n'y a plus aucun espoir de guérison. On parle de l'extrême onction. Les invités font attention à qui entre et qui sort de la chambre du mourant. Alors que le docteur Laurin pense que le comte mourra cette nuit au plus tard, un médecin allemand prédit la mort pour le lendemain matin. Le prince Basile entre dans la chambre de la princesse aînée nommée Catherine Semnovna et surnommée Katiche. Il dit qu'il a envoyé chercher Pierre, car le comte Bezoukov le lui a demandé. Il révèle que le comte lègue sa fortune à Pierre et délaisse ses héritiers légitimes, qui sont les trois princesses et la femme du prince Basile. Le comte a écrit à l'empereur afin de légitimer Pierre, bien que la lettre n'ait pas encore été envoyée. Après la mort du comte, le testament et cette lettre seront remis à l'empereur et Pierre héritera de tout. Le prince Basile essaie de lui faire comprendre la catastrophe que ce sera pour elle et ses sœurs. Elle dit que la princesse Droubetskoï a raconté des choses épouvantables sur elle et ses sœurs et que le comte a ensuite rédigé un testament qu'elle ne croyait pas légal, puisque Pierre est le fils naturel du comte. Ce testament se trouve dans un portefeuille qui est placé sous l'oreiller du mourant. Pierre et la princesse Droubetskoï reviennent chez le comte Bezoukov. Bien que Pierre préférerait se retirer, la princesse Droubetskoï le pousse à aller voir son père. La princesse Droubetskoï dit qu'elle va veiller sur les intérêts de Pierre. En passant dans un couloir, ils surprennent la princesse aînée en train de parler avec le prince Basile, ce qui les met tous les deux en colère. Dans le salon, les personnages les fixent, mais la princesse Droubetskoï parvient à passer outre. La princesse dit à Pierre de s'asseoir, tandis qu'elle entre dans la chambre du mourant. Étrangement,
Les personnages du salon ont du respect pour Pierre. Il est même salué par le prince Basile. Ce dernier et la princesse aînée entrent dans la chambre du comte. La princesse Droubetskoy invite Pierre à assister à l'extrême-onction. Pierre entre dans une chambre dans laquelle se tiennent maintes personnes. Le comte est gisant, assis sur un fauteuil. Pierre aperçoit les mouvements étranges du prince Basile et de la princesse aînée. Le comte est transporté à son lit avant qu'il ne soit trop tard. Pierre s'approche de son père seulement après que la princesse Droubetskoy le lui ait demandé. La princesse Droubetskoy lui indique quoi faire. Le comte ne parle pas à son fils et ne semble même pas le reconnaître. Pierre est bouleversé par une main paralysée et un sourire de son père quand il doit le retourner. Après que le comte se soit endormi, la princesse Droubetskoy et Pierre s'en vont. Le prince Basile et Katiche sont dérangés par l'arrivée de Pierre et de la princesse Droubetskoy. Tous se retrouvent réunis dans le petit salon. Katiche aimerait s'entretenir d'une certaine chose avec le comte Bezoukov, mais la princesse Droubetskoy l'en empêche. Elle n'aurait pas trouvé le testament dans le portefeuille, qui serait finalement dans le bureau. La princesse Droubetskoy parvient à avoir le portefeuille et veut empêcher Katiche d'aller voir le comte. Katiche reprend le portefeuille. Lorsque la seconde princesse vient dire que le comte se meurt, Katiche lâche le portefeuille qui est récupéré par la princesse Droubetskoy. La princesse Droubetskoy annonce à Pierre la mort de son père. Elle est parvenue à déjouer le plan du prince Basile et de Katiche. Elle lui dit qu'il sera sûrement à la tête d'une fortune colossale. Elle s'attend à ce que Pierre tienne la parole de son père, qui aurait promis de ne pas oublier Boris. La princesse Droubetskoy retourne chez les Rostov et fait circuler une fausse histoire concernant la fin entre le comte Bezoukov et Pierre. Le prince Nicolas Andreevitch Bolkonski, qui est le père d'André Bolkonski, habite un domaine à Lissygori. Il y vit avec sa fille Marie et la demoiselle de compagnie mademoiselle Bourienne. Il ne connaît que deux vertus, l'activité et l'intelligence. Il est exigeant envers lui-même et envers autrui, inspirant aux autres de la crainte et du respect. La demeure suit un emploi du temps strict. Sa fille Marie vient lui dire bonjour. Il lui remet une lettre qui l'a fait devenir rouge et qui serait de Julie. Il lui pose un problème de géométrie, que Marie, trop impressionnée par son père comme toujours, ne parvient pas à résoudre. Il lui remet un livre que lui aurait envoyé Julie. Son père lui donne congé et Marie va dans sa chambre lire la lettre de Julie. Son ami se plaint de la séparation avec Marie. La guerre la prive de ses deux frères et de Nicolas Rostov qui est cher à son cœur. Elle parle de Pierre qui a hérité du comte Bezoukov et qui a été reconnu comme fils légitime. Elle écrit que la princesse Droubetskoy lui a dit qu'un mariage se prépare entre Marie, donc la lectrice de la lettre, et Anatole. Marie répond de suite à cette lettre. Mademoiselle Bourienne dit à Marie que son père est de mauvaise humeur à cause d'une altercation avec Michel Ivanov. Déjà en retard sur l'horaire habituel, Marie se met au piano. Le prince André et sa femme font leur apparition. Le prince Bolkonski ne peut pas les recevoir de suite, car il est encore en train de faire sa sieste. Le couple va déjà voir Marie. Lise et Marie se prennent dans les bras l'une de l'autre et se mettent à pleurer. André rejoindra l'armée dès le lendemain et laisse sa femme Lise, qui est enceinte, au domaine. Le prince Bolkonski reçoit son fils pendant sa toilette. Le père encourage son fils à combattre Napoléon. Le père questionne sur la stratégie à venir et le fils parle bon gré mal gré du plan des opérations pour la nouvelle campagne. André est interrompu plusieurs fois par son père. Le vieux prince Bolkonski lui fait comprendre qu'on ne sait pas quand une guerre finit. Le prince Bolkonski rejoint dans la salle à manger Marie, Lise, mademoiselle Bourienne et l'architecte Michel Ivanovitch. Le vieux prince demande à sa belle-fille des nouvelles de son père et de son entourage, mais il lui coupe la parole pour parler de Napoléon avec l'architecte. Selon lui, Napoléon n'est pas un grand capitaine, mais un petit Français sans importance, ce qui n'est pas de l'avis de son fils. Bien que le vieux prince soit un vieillard et qu'il soit retiré à la campagne, il connaît étonnamment les combinaisons politiques et militaires de l'Europe. Le lendemain, le prince André prépare ses affaires puisqu'il doit partir le soir même. Marie voudrait que le prince André fasse preuve d'indulgence envers sa femme et comprenne que c'est difficile de se séparer de son mari et de vivre à la campagne tout en étant enceinte. Alors que le prince André pense que sa sœur doit souffrir du caractère de son père, Marie le dédie. Ce qui inquiète Marie est l'absence de religion de son père. Elle remet à André une sainte image du Sauveur que son frère doit porter à son cou et qu'il ne devra pas enlever. Marie réinsiste sur l'indulgence qu'il doit avoir envers sa femme. Lise a précédemment confié à Marie qu'elle avait peur de mourir en couche. Bien que le prince André n'ait rien à reprocher à sa femme, il reconnaît que ni lui ni sa femme ne sont heureux. Le prince André va voir sa femme après que Marie l'ait réveillée. Il est ensuite appelé par son père. Quand sa femme se rapproche d'accoucher, il demande à son père de faire venir un accoucheur de Moscou. Le père comprend que Lise est une mauvaise affaire pour son fils. Il remet à son fils une lettre pour Michel Ilarionovitch afin qu'il ne garde pas trop longtemps le prince André près de lui. Il lui indique un mémoire à remettre à l'empereur après sa mort, ainsi qu'un prix qu'il destine à celui qui écrira les campagnes de Souvorov. S'il décède, le prince André souhaite que son fils soit élevé auprès de son père.
Au moment du départ du prince André, sa femme s'évanouit. Il part. En octobre 1805, l'armée russe occupe une partie de l'Autriche, mais est principalement concentrée à Braunau, où se situe le quartier général du commandant en chef Kutuzov. Un régiment d'infanterie qui vient d'arriver va se faire inspecter par le général en chef. Alors que les soldats ont été mis en grande tenue et sont bien préparés, le jour J, on apprend que le général en chef souhaite que les soldats soient en tenue de campagne et sans préparatifs. Les soldats n'ont qu'une heure pour se changer. Le général réprimande le commandant de la 3e compagnie. Nous apprenons que Dologov a été dégradé. La capote bleue que porte Dologov ne plaît pas au général. Kutuzov descend d'une calèche. Il passe en revue les soldats. Il est suivi par le prince Bolkonski et Nesvitsky qui se retient de rire car un hussard imite tous les gestes de Kutuzov. Lorsque Kutuzov demande au général ce qu'il pense de Timokhin, le général en dit du bien alors qu'il a réprimandé peu auparavant pour cette histoire de capote. Dologov demande une grâce à Kutuzov. Un capitaine dit au chef de régiment que Dologov est exact à son devoir, mais qu'il a un caractère changeant. Le général permet que l'on lui redonne les épaulettes à la première affaire. L'inspection s'est déroulée heureusement au grand soulagement de tout le monde. Un officier donne le surnom de roi de cœur à Kutuzov. Les soldats doivent encore marcher avant d'avoir de quoi manger. Ils s'y dirigent en chantant. Dologov, en simple soldat, doit se déplacer à pied. Il est rejoint par le hussard Gerkov, celui qui imitait Kutuzov. La nouvelle situation de Dologov ne lui plaît pas. Le hussard l'invite à venir ce soir parmi eux, mais Dologov refuse. Kutuzov est rentré chez lui et est en présence d'un général autrichien et du prince Bolkonski. Kutuzov pense que l'armée autrichienne dirigée par le général Mack est en ce moment victorieuse et qu'il n'y a pas besoin de son armée. Le général autrichien pense au contraire que les troupes russes marchent trop lentement. L'armée autrichienne attend d'être rejointe par l'armée russe avant de fondre sur l'ennemi. Kutuzov donne au prince André l'ordre de faire un mémorandum qui résumera toutes les nouvelles reçues dernièrement sur la marche de l'armée autrichienne. Kutuzov apprécie le prince André et espère qu'il deviendra un officier de mérite. Le prince André rejoint Kozlovski. Il se demande si la nouvelle de la défaite de Mack est vraie. Entre un général autrichien, il s'agit de Mack qui annonce la défaite autrichienne. L'armée russe va être mise en action. André s'énerve lorsqu'il surprend Gerkov et Nesvitsky en train de blaguer. Nicolas Rostov fait partie du régiment de hussards de Pavlograd qui campe à Saltsenek, non loin de Braunau. Le chef d'escadron est le capitaine Denisov. Rostov cohabite avec le chef d'escadron. Quand Nicolas revient au logement à cheval, il ne trouve pas Denisov, sûrement car il a perdu au jeu la veille, ce qui explique pourquoi il n'est pas rentré de la nuit. Denisov rentre de mauvaise humeur. Il demande à Rostov de compter l'argent qui lui reste et de cacher sa bourse sous l'oreiller. Au moment où Rostov cache la bourse sous l'oreiller, il reçoit la visite du lieutenant Telianin. C'est lui qui lui a vendu le cheval. Rostov se plaint, car le cheval boite un peu. Il souhaite que Telianin lui apprenne comment mettre un rivet. Il va donner l'ordre qu'on lui amène le cheval. Rostov ressent de l'antipathie envers Telianin et envers le maréchal des logis qui est en train de parler avec Denisov. Le maréchal des logis n'apprécie pas non plus Rostov. Telianin montre à Rostov comment ferrer un cheval. Denisov est de nouveau dérangé par un maréchal des logis à qui il doit de l'argent. Denisov en a peu dans sa bourse. Rostov propose de piocher dans la sienne, mais Denisov refuse. Rostov ne retrouve plus la bourse de Denisov qu'il avait cachée sous l'oreiller. Denisov se met en colère. Rostov sait qu'il a prise. Après avoir tenté de retrouver Telianin dans son logement, il le trouve à l'état-major. Il examine la bourse de Telianin. Après l'avoir confronté à la réalité, Telianin lui donne la bourse. Mais lorsque Telianin s'approche de lui, il la lui rend. Le capitaine Kirstein ordonne que Rostov fasse ses excuses au colonel, chose que Rostov refuse de faire. Rostov aurait répondu au colonel Bogdanitch, qui aurait dit que Rostov a menti en accusant un camarade d'avoir volé. En disant ce qu'il a dit, Rostov a déshonoré le régiment. Gerkov arrive et dit que Mack et son armée se sont rendus prisonniers. Le régiment va se mettre en marche dès le lendemain. Kutuzov et son armée se replient sur Vienne en détruisant les ponts pour empêcher l'ennemi de le suivre. Nesvitsky et d'autres hommes assistent au loin au mouvement de leur armée et de l'armée ennemie. Puisque l'ennemi s'apprête à tirer sur leurs troupes, le général envoie Nesvitsky donner des ordres sur place. Il faudra brûler le pont après le passage des troupes. Le général dit à un artilleur de tirer des coups de canon au hasard. Un premier coup est donné. 2 boulets ennemis passent par-dessus le pont. Sur le pont se trouve Nesvitsky que la foule ne laisse pas passer. Après qu'une bombe soit tombée non loin, Nesvitsky parvient tant bien que mal à se frayer un passage. Vaska Denisov l'interpelle et ne parvient à atteindre Nesvitsky qu'en faisant peur aux soldats en manipulant son sabre. Nesvitsky franchit le pont, transmet l'ordre au colonel, puis retourne sur ses pas. Denisov et son escadron restent à l'entrée du pont. L'infanterie finit de traverser le pont.
Les Français deviennent visibles. Plusieurs boulets sont lancés, mais aucun ne touche l'escadron. Un général veut qu'ils attaquent et il faut faire repasser le pont à l'escadron. Guerkov transmet un ordre au colonel, il faut brûler le pont. Nesvitsky revient et s'étonne du fait que le colonel n'ait pas encore brûlé le pont comme l'ordre qu'il a rapporté le préconisait. Le colonel fait reposer la responsabilité sur l'ordre qui n'était pas clair. Rostov veut faire preuve de bravoure face à son ennemi Bogdanitch, mais Rostov tombe à terre près du pont. Hors de portée de l'ennemi, Nesvitsky, Guerkov et l'officier d'état-major assistent à la scène. On se demande si les Français attaqueront ou bien si le pont sera brûlé avant. Les hussards parviennent à mettre le feu au pont et les Français lancent des décharges et tuent des hussards. Rostov aurait voulu faire acte de bravoure, mais il n'a personne à pourfendre et n'a rien pour allumer un incendie. Il se met à rêvasser au milieu du pont. Rostov reprend son cheval et rejoint le groupe de Nesvitsky. Par la suite, l'armée russe sera plusieurs fois en retraite par rapport à l'armée française. Les troupes autrichiennes et russes, qui s'étaient réunies à Braunau, sont maintenant séparées. Vienne est abandonnée. Kutuzov passe sur la rive gauche du Danube. Il connaît une première victoire sur une division dirigée par Mortier qui s'est échappée et n'a pas été fait prisonnier. Il fait un arrêt à Krems après avoir perdu bon nombre de ses hommes. Le prince André est envoyé à la cour d'Autriche située à Brünn afin d'annoncer la nouvelle de la victoire. Il est enthousiaste d'apporter cette bonne nouvelle. Alors qu'il s'était imaginé parler à l'empereur François, on lui fait rencontrer le ministre de la guerre. Ce dernier se montre peu enthousiaste de la nouvelle et fait remarquer que le général Schmitt a été tué. Pour rencontrer sa majesté, le prince André devra revenir le lendemain. Le prince André se rend chez une de ses connaissances, le diplomate russe Bilibin. Le prince André lui explique l'affaire et la réception du ministre. Bilibin lui fait comprendre que cette victoire n'a pas grande importance et se demande pourquoi l'armée ne s'y est pas prise autrement. Le prince André apprend que Vienne est maintenant occupée par les troupes françaises. Selon Bilibin, la campagne est terminée. La suite des événements dépendra de l'entrevue entre l'empereur Alexandre et le roi de Prusse à Berlin. Il pense à une possible paix avec la France. Le lendemain, le prince André se rend au palais afin de rencontrer l'empereur François. Sur place, il rencontre Hippolyte Kouragine, qui serait devenu un don Juan, ainsi que 3 autres diplomates. La discussion est pleine de frivolité. Alors qu'on propose de lui faire visiter Brünn, le prince André se rend chez l'empereur. Le prince André répond aux questions peu intéressantes de l'empereur. Les réponses passionnent peu l'empereur Alexandre. À la sortie de l'entrevue, le prince André apprend que la nouvelle a été reçue avec joie et il reçoit plusieurs invitations. Quand il rejoint de nouveau Bilibin, il apprend que Bilibin s'apprête à partir, car les Français ont franchi le pont de Tabor et car Murat est en route pour arriver à Brünn. L'armée sera coupée. Bilibin propose au prince André de le suivre à Olmütz, mais le prince André tient à rejoindre son armée. C'est de l'héroïsme. En chemin, le prince André croise l'armée russe qui est en retraite et dans un sale état. Il est obligé de se disputer avec un officier afin qu'il laisse passer une voiture qui transporte une femme. Il se met en quête du général en chef. Il retrouve Nesvitsky qui ne comprend pas ce qu'il se passe et qui lui aussi veut s'en aller. Chez Kutuzov, André apprend qu'il n'y a pas de capitulation et qu'au contraire, on se prépare à une bataille. Le prince André remet à Kutuzov une lettre de Vienne. Bagration, que l'on a chargé de la disposition des troupes, invite le prince André à le rejoindre. Le prince André voudrait s'y rendre, mais Kutuzov le fait rester sur place. Kutuzov prévoit une lourde perte d'hommes. La situation est presque sans issue. Quelle que soit la décision de Kutuzov, aucune ne lui sera bénéfique. Il décide de se replier sur Olmütz au risque de devoir accepter une bataille si les Français le devancent, ce qui est fort probable. Il a placé Bagration et 4000 hommes sur la route de Vienne afin de retenir l'ennemi, le temps que Kutuzov et le reste de l'armée parviennent à Znaïm. Murat a proposé un armistice de 3 jours au détachement de Bagration, en réalité pour recevoir du renfort. Kutuzov envoie l'aide de camp Winzengerode à l'ennemi afin d'accepter cet armistice et poser les conditions d'une capitulation, en réalité lui aussi pour gagner du temps. Napoléon enjoint Murat à ne pas respecter l'armistice et à marcher sur l'ennemi. Le prince André a obtenu l'autorisation de rejoindre Bagration. Les troupes de Bagration ne s'attendent pas à une offensive française pour le jour même. Afin d'examiner les troupes, le prince André se fait guider par un officier de service. L'officier de service rappelle à des officiers qu'il est interdit de se réunir sous la tente de la vivandière et les renvoie à leur poste. Le prince André voit des hommes occupés à faire des choses diverses, sauf à se préparer au prochain assaut de l'ennemi. Un homme se fait fouetter, car il a volé un camarade. Parmi les hommes se trouve Dologov. Des soldats s'intéressent au fait que Dologov parle bien le français. Alors qu'un grenadier lui dit que les Russes se sont rendus, Dologov lui affirme le contraire. Siderov, qui passe pour savoir le français, adresse des mots aux Français, alors qu'il ne maîtrise pas du tout la langue. Le prince André monte jusqu'à la batterie d'où il peut voir le camp ennemi. Il a des idées pour modifier les emplacements des troupes afin d'être plus efficace lors de la bataille.
Il entend parler des officiers entre eux. Tonchine parle de la peur de la mort causée par le fait qu'on ne sache pas ce qu'il se passe après. Un projectile arrive au camp. De là où il est, le prince André remarque que la bataille commence. Murat compte bien écraser le détachement avant l'arrivée de l'empereur. Le prince André prévient le prince Bagration. Tandis qu'un groupe composé entre autres du prince Bagration et du prince André se dirige vers la batterie de Tonchine, plusieurs projectiles les agressent. Tonchine et ses hommes lancent des projectiles afin d'incendier le village de Schöngraben. Face au manque de tactique évident, le prince Bagration ne répond rien ou se contente de dire « c'est bien » et reste flegmatique. Il est difficile de savoir ce qu'il se passe exactement sur le champ de bataille, tant tout est confus. Bien que les balles sifflent, le prince Bagration reste sur place. Sur le champ de bataille, les soldats français sont maintenant visibles. Alors que certaines troupes reçoivent l'ordre de se retirer, d'autres sont envoyées vers l'avant. Un boulet tombe au milieu d'une colonne, qui continue de marcher après l'incident. L'ennemi s'approche de plus en plus. Bagration envoie Guerkov donner un ordre afin que le flanc gauche, alors en débandade, se replie. Car il a peur, Guerkov ne transmettra jamais le message. Sur le flanc gauche, un général d'infanterie et un colonel de cavalerie s'occupent plus de s'incriminer l'un l'autre plutôt que de s'occuper de la bataille. L'escadron dont fait partie Rostov est en face de l'ennemi et reçoit l'ordre d'attaquer. Rostov tombe de son cheval. Il n'est que blessé au bras, son cheval est plus sérieusement blessé. À la venue d'un Français, Rostov s'enfuit et se cache. Il ne comprend pas qu'on puisse vouloir le tuer, alors que tout le monde l'aime. Le commandant du régiment sait qu'il s'est passé quelque chose d'effroyable et rejoint ses hommes. Il a peur qu'on le blâme de négligence et d'incurie. Il ne parvient pas à se faire obéir de l'infanterie qui, par peur, est en train de s'enfuir du bois. Timokhin et sa compagnie attaquent les Français, qui cette fois-ci se sauvent de terreur. Les bataillons parviennent à repousser l'ennemi qui voulait couper en deux le flanc gauche. Dologov parvient à tuer un Français, à faire prisonnier un officier et à arrêter une compagnie. La batterie de Tonchine continue de tirer alors qu'elle n'est plus protégée par les bataillons. Tonchine parvient une nouvelle fois à mettre le feu à Schöngraben. Même les projectiles et les nombreux morts n'entravent pas le fonctionnement de la batterie. Tonchine continue de donner des ordres à ses hommes. Le prince André lui porte l'ordre de se retirer. Tonchine et ses hommes se replient. Rostov demande de l'aide à Tonchine qui accepte qu'il soit placé sur un canon. Tonchine, ses hommes et les canons se déplacent. Les Français sont définitivement repoussés. Les Russes campent au milieu d'une route. Tonchine fait en sorte que quelqu'un s'occupe de Rostov. Viennent plusieurs individus qui ont tous des plaintes ou des demandes. Tonchine est appelé auprès du prince Bagration, qui partage son repas avec plusieurs chefs de troupes. Le chef du régiment fait un faux compte-rendu au prince Bagration en parlant d'actions qu'il n'a pas faites. Le prince Bagration s'inquiète de deux canons qui sont restés en arrière. Tonchine se fait tancer, alors qu'il a été un des chefs les plus courageux. Le prince André rétablit la vérité sur Tonchine. Laissé seul, Rostov, enfiévré, se met à divaguer et à se rappeler des souvenirs du passé. Le détachement de Bagration rejoint l'armée de Koutouzov. Le prince Basile cherche à faire marier Pierre avec sa fille. Alors qu'il était autrefois ignoré, Pierre est maintenant le centre d'attention des individus depuis qu'il est devenu riche et comte. Pierre, influencé par le prince Basile, donne à la première princesse une lettre de change de 30 000 roubles. C'est le prince Basile qui s'occupe des affaires de Pierre par soi-disant charité. Le prince Basile amène avec lui Pierre à Saint-Pétersbourg et le fait habiter chez lui. Grâce au prince Basile, Pierre devient gentilhomme de la Chambre et attaché au corps diplomatique. À Saint-Pétersbourg, Pierre est pris entre ses nombreux rendez-vous divers et n'a plus les relations qu'il avait auparavant car ces personnes sont parties à la guerre. Anna Pavlovna Scherer invite Pierre à une soirée à laquelle assistera Hélène. Anna Pavlovna envoie exprès d'Hélène et Pierre voir sa tante. Après qu'Hélène se soit penchée et se soit retrouvée très près de Pierre, Pierre est charmé. Il a l'impression qu'Hélène va devenir sa femme, alors qu'elle lui a toujours été indifférente jusque-là. Une fois rentré chez lui, Pierre pense qu'il n'est pas bien de penser ainsi à Hélène, qu'il trouve bête. En effet, Hélène n'a pas de conversation et se contente de sourire. Cependant, Pierre ne peut pas s'empêcher de penser à elle. Le prince Basile souhaite se rendre chez le prince Nicolas Bolkonski afin de marier son fils Anatole à Marie, mais avant il veut marier sa fille à Pierre. Le prince Basile en a assez de l'indécision de Pierre qui ne se décide pas à faire le premier pas vers Hélène. Pierre se sent de plus en plus lié à Hélène, a conscience d'un danger, mais il ne parvient pas à se retirer. Lors de la fête d'Hélène, plusieurs invités sont réunis et à table on a placé Pierre à côté d'Hélène. Les invités ont leur attention fixée sur le couple et attendent que ça se décide. Pierre sait ce qu'on attend de lui. Après le repas, les invités prennent soin de laisser seuls Pierre et Hélène. Lorsque le prince Basile ou sa femme Aline vont voir ce qu'il en est, ils sont déçus, car Pierre n'a toujours pas fait le premier pas. Le prince Basile décide de se comporter comme si Pierre avait fait sa demande à sa fille. Hélène embrasse Pierre et Pierre lui dit qu'il l'aime. 6 semaines plus tard,
Ils sont mariés. Sous prétexte d'une mission à effectuer dans les parages, le prince Basile et son fils Anatole se rendent chez le vieux prince Bolkonski. Lise sait que cette visite a lieu pour marier Marie. Le vieux prince méprise le prince Basile, n'est pas ravi de cette arrivée et a des mouvements d'humeur. Il est en colère lorsqu'il apprend qu'Alpatych a dégagé la neige de la route pour l'arrivée du prince Basile et la lui fait remettre. Lise n'assiste pas au dîner, ne voulant pas être confrontée à la mauvaise humeur du vieux prince. Le prince Basile et Anatole arrivent dans la soirée. Anatole trouve le vieux prince morose et Marie sans beauté. Mademoiselle Bourienne et Lise essaient d'arranger au mieux Marie et de cacher sa laideur avant son apparition au salon. En réalité, elles l'enlaidissent. Une fois seule, Marie rêve d'amour et de maternité. Elle se rend compte qu'elle ne doit pas chercher à modeler son destin, qui doit rester entre les mains de Dieu. Au salon, Marie rejoint le prince Basile, Anatole, Lise et Mademoiselle Bourienne. Le silence est brisé par Mademoiselle Bourienne qui babille à propos de tout et de rien, ce qui lance la conversation entre les personnages. C'est Mademoiselle Bourienne qui parle avec Anatole, alors que ça devrait être Marie qui parle avec lui. Toujours en train de se préparer, le vieux prince ne souhaite pas se séparer de sa fille, c'est que sa fille sera épousée uniquement pour son argent et il prévoit qu'elle sera malheureuse une fois mariée. Il fait son entrée au salon et devine tout. Il fait des reproches sur la manière dont est attifée sa fille. Anatole est passé de la garde à cheval à l'armée, qui est déjà en marche et qu'il doit rejoindre. Il est envoyé auprès des dames, tandis que le vieux prince et le prince Basile se retirent dans le cabinet. Le prince Basile lui révèle la vraie raison de sa présence ici. Le vieux prince demandera l'avis de sa fille le lendemain, et si elle veut, alors Anatole restera ici, car le vieux prince veut l'étudier. Le retour d'Anatole dans le groupe des femmes fait de l'effet aux trois femmes. Marie se met à avoir 1000 rêveries à son sujet. Mademoiselle Bourienne pense qu'Anatole est le prince russe qui doit l'enlever et l'épouser. Quant à Lise, elle fait preuve de coquetterie. Anatole commence à ressentir de la passion pour la dame de compagnie. Anatole regarde Marie jouer du piano, tout en faisant du pied à Mademoiselle Bourienne. Marie ne comprend rien. Après que chacun soit rentré chez soi, Anatole semble être le seul à trouver le sommeil. Ont du mal à dormir. Marie, Mademoiselle Bourienne et le vieux prince. Nicolas Bolkonski pense dire à sa fille qu'Anatole ne s'intéresse qu'à Mademoiselle Bourienne, afin de garder sa fille auprès de lui. Le lendemain, le vieux prince parle à sa fille. Il lui demande son opinion sur un mariage entre elle et Anatole. Il fait une vague allusion à Mademoiselle Bourienne. Il lui demande d'apporter sa réponse dans 1 heure. Marie surprend dans le jardin d'hiver, Anatole en train d'embrasser Mademoiselle Bourienne. 1 heure plus tard, Marie est en train de consoler sa dame de compagnie. Devant son père et le prince Basile, elle dit ne pas vouloir se marier à Anatole. Marie souhaite faciliter un mariage entre Anatole et Mademoiselle Bourienne. La famille Rostov reçoit une lettre de Nicolas. Le comte apprend que Nicolas a été blessé et qu'il est maintenant officier. La princesse Droubetskoy apprend elle aussi la nouvelle. Eux deux décident d'attendre le soir avant d'annoncer la nouvelle à la comtesse. Natacha, qui a deviné que quelque chose se trame, apprend la vérité de la bouche de la princesse Droubetskoy. À son tour, Natacha apprend la nouvelle à Sonia. Il est évident que Sonia pense toujours à Nicolas, tandis que Natacha dit ne plus se souvenir de Boris. Petia comprend que sa sœur aurait honte d'écrire à Boris, puisqu'elle s'est amourachée de Pierre et de son maître de chant. La princesse Droubetskoy annonce la nouvelle à la comtesse Rostov. La lettre est lue aux 4 enfants. La comtesse ne se lasse pas de relire la lettre à qui veut bien l'écouter et à trouver des qualités à son fils Nicolas. La famille Rostov écrit en retour une lettre à Nicolas accompagnée de 6000 roubles qui transitera par Boris. L'armée de Koutouzov se trouve aux alentours d'Olmütz. Elle se prépare à être passée en revue par les 2 empereurs de Russie et d'Autriche. Boris a informé Nicolas qu'il désirait le voir afin de lui remettre la lettre et l'argent. Nicolas arrive au moment où Boris et Berg sont en train de jouer aux échecs. En 6 mois, les 2 amis ont beaucoup changé. Boris lui donne la lettre et l'argent. Il y a une différence entre ceux de l'armée qui ont participé activement à la guerre et ceux de la garde qui sont restés en retrait et ont été récompensés. Gêné par la présence de Berg, Nicolas le fait partir. Avec le courrier se trouve une lettre de recommandation pour le prince Bagration, dont Nicolas dit ne pas avoir besoin, car il ne veut pas devenir aide de camp, qu'il compare à un service de domestique. Berg revient et raconte une histoire. Il a traité le grand chef le duc d'Arnaut après qu'il se soit plaint de la marche de la compagnie. Il n'a pas répondu lorsqu'il l'a injurié à son tour. Nicolas est invité à parler de l'histoire de sa blessure. Il embellit l'histoire. Il ne sait en réalité que fouler le poignet. Le prince André fait son apparition. André ne supporte pas que Nicolas se vante de ses exploits. Il fait remarquer qu'on invente pas mal d'histoires sur l'affaire de Schöngraben. Nicolas essaie de lui rentrer dedans en parlant des élégants de l'état-major, qui reçoivent des récompenses sans rien faire. Le caractère placide d'André permet de ne pas faire dégénérer la scène en bagarre. Les troupes autrichiennes et russes, qui comptent au total 80 000 hommes, sont passées en revue, notamment par les empereurs Alexandre et François. Rostov remarque que tous ces hommes seraient capables de faire n'importe quelle action pour l'empereur.
Lui-même voit l'empereur à quelques pas de lui, se sent ravi et se dit prêt à mourir pour lui. Au moment du défilé, Nicolas fait exprès de se faire remarquer par l'empereur sur son nouveau cheval bédouin. Boris se rend à Olmütz pour y voir Bolkonski, avec qui il sent qu'il est profitable de se lier. Bolkonski est absent. Il le voit le lendemain. André laisse en plan un général afin de parler à Boris, ce qui ne le rend pas peu fier. Boris souhaite devenir aide de camp. André promet de s'en occuper. Ils iront voir le général aide de camp, le prince Dolgoroukov. Le même jour, lors d'un conseil de guerre, on décide d'une reprise de l'offensive et de la faire sans attendre. André et Boris rencontrent le prince Dolgoroukov qui revient du conseil. Le prince Dolgoroukov leur apprend la nouvelle. Il est persuadé que Napoléon va leur tomber entre les mains. Le prince André présente sa requête. Le prince Dolgoroukov les aidera, mais plus tard. Les troupes se mettent en marche dès le lendemain. L'escadron de Denisov, dont fait partie Rostov, reste en arrière, si bien qu'il ne participe pas à la bataille. C'est une victoire pour la Russie, il s'agit de la prise de Wichau. Denisov invite Rostov à partager les victuailles. Rostov achète le cheval d'un prisonnier. L'empereur s'approche, ce qui met Rostov dans tous ses états. Lorsque l'empereur est devant lui, Rostov est persuadé qu'il a compris ce qu'il se passait en lui. Rostov et d'autres boivent à la santé de l'empereur. Ils songent au bonheur de mourir sous les yeux de l'empereur. Un officier français nommé Savary a une entrevue avec l'empereur Alexandre pour proposer une rencontre avec Napoléon. La demande est refusée. Cependant, Dolgoroukov est envoyé en pourparlers avec Napoléon, dans le cas où, contre toute attente, ces pourparlers auraient la paix pour objet. Les jours suivants, les avant-postes ennemis se replient. Le 20 novembre aura lieu la bataille d'Austerlitz. Le prince André interroge Dolgoroukov sur son entrevue. Dolgoroukov pense que Napoléon redoute la bataille et que c'est une raison pour ne pas attendre de livrer bataille, soit l'avis contraire de Koutouzov. Le projet d'attaque de Weyrother consiste en un mouvement de flanc. Le prince André en remarque la faiblesse. Dolgoroukov invite le prince André au conseil de guerre du soir afin qu'il expose son plan. Le prince André rejoint Koutouzov qui pense que la bataille du lendemain sera perdue. Lors du conseil de guerre, Weyrother expose son plan. Il veut attaquer l'aile droite de l'ennemi. L'exposé de Weyrother intéresse peu les personnes invitées. Seul Langeron critique le plan, mais seulement pour montrer qu'il a lu le projet et que les invités sont des êtres capables. Le prince André n'expose pas ses idées. Les personnages s'en tiennent au plan de Weyrother et vont se coucher. Le prince André rêve d'un avenir lors duquel les autres prendraient en considération ses projets. Il rêve de gloire et de l'amour des hommes. La nuit précédant la bataille, Rostov est en faction. Il pense encore aux manières de se faire remarquer de l'empereur et à ce qu'il pourrait faire pour lui. Malheureusement, demain, il sera à la réserve. Il compte demander au général une autre activité. Rostov est témoin de l'agitation qui se passe dans le camp ennemi. Dolgoroukov pense que ce n'est qu'une ruse de guerre. Bagration donne l'ordre à Rostov d'aller voir les éclaireurs. Rostov remarque que le piquet français est toujours à la même place. Après avoir rapporté cette information, Rostov demande à faire partie du premier escadron. Le prince Bagration donne son accord. En réalité, l'agitation du camp ennemi était due à la présence de Napoléon et de sa proclamation. Napoléon compte sur le fait que l'ennemi passe par la droite afin d'attaquer le flanc. Le lendemain matin, les soldats se préparent à la bataille. Les chefs de colonne ne s'occupent pas d'encourager leurs soldats. Les déplacements se font dans la confusion et on en fait reposer la responsabilité sur les Allemands. Les soldats sont très mal dirigés par leur chef. Les troupes se dirigent là où elles pensent que Napoléon se trouve, mais là où il n'est pas. Lorsque le brouillard est levé, Napoléon décide de commencer l'attaque. Koutouzov se rend à Pratzen. Dans sa suite, se trouve le prince André qui a l'impatience de livrer bataille, s'imaginant faisant des actes héroïques. Koutouzov envoie le prince André en mission. Il doit donner l'ordre d'arrêter la 3e division et doit savoir où sont les tirailleurs. Après avoir fait ce qu'on lui a demandé, le prince André revient auprès de Koutouzov. Les empereurs Alexandre et François, ainsi que leur suite, se joignent à eux. L'empereur Alexandre reproche à Koutouzov de n'avoir pas commencé la bataille. Koutouzov donne l'ordre à Miloradovitch, qui est un chef de colonne, d'attaquer. Les Français sont plus proches que ce que l'on pensait. Les soldats, incontrôlables, font marche arrière. Les Français attaquent la batterie et tirent sur Koutouzov. Le prince André prend le drapeau, se met à courir et pousse les hommes à aller de l'avant. Il reçoit un coup sur la tête, tombe à terre et est hypnotisé par le ciel. Bagration envoie Rostov auprès du général en chef ou de l'empereur, afin de savoir quel est son ordre. Rostov passe par des terrains dangereux, mais parvient à s'en sortir. Il rencontre Boris qui lui dit que la garde a repoussé l'ennemi. Il se rend compte que l'ennemi est sur leur derrière. Des soldats, comprenant que tout est perdu, sont en train de fuir. Rostov ne trouve ni Koutouzov, ni l'empereur. Un homme lui dit que l'empereur est blessé et qu'il a été transporté en voiture.
Rostov apprend que les chefs sont réunis au village de Gostier-Radek. Il se rend compte des lourdes pertes humaines de son camp. La bataille est perdue. Au village, Rostov ne trouve pas non plus l'empereur et Kutuzov. Derrière le village, il trouve enfin l'empereur Alexandre. De peur d'être inconvenant ou de faire une action déplacée, il n'ose pas transmettre le message du prince Dolgoroukov. À 5 heures du soir, la bataille est définitivement perdue. Dokhtourov et d'autres à l'arrière-garde se défendent contre la cavalerie française qui les poursuit. Des boulets tombent sur la foule. Dologov s'enfuit en courant sur un lac gelé. D'autres le suivent, mais la glace s'effondre et des hommes disparaissent. Le prince André est toujours à la même place et est blessé à la tête. Napoléon passe sur le champ de bataille et dit qu'André a eu une belle mort, car André tient encore la hampe qui portait le drapeau. Lorsque Napoléon se rend compte qu'il n'est pas mort, il le fait transporter par l'ambulance. Le prince André est amené à l'hôpital où se trouvent des Russes blessés ou prisonniers. Napoléon arrive et parle avec le prince Repnine qui a le grade le plus élevé. Lorsque Napoléon questionne le prince André, celui-ci ne lui répond pas, comprenant l'insignifiance de l'empereur. André remet en cause ses convictions religieuses. La santé d'André empire et le médecin de Napoléon pense la guérison impossible. En congé, Nicolas Rostov invite Denisov à passer quelques jours chez ses parents. Denisov, qui a bu plusieurs bouteilles de vin, est saoul. Rostov entre dans la maison qui n'a pas changé depuis son départ et retrouve les membres de sa famille et les domestiques qui sont tous heureux de le revoir. Le lendemain, lorsque Nicolas fait son apparition, Sonia s'enfuit. Natacha sait pourquoi. Elle dit que Sonia est une si grande amie qu'elle s'est brûlé le bras pour elle. Elle déclare que Sonia est toujours amoureuse de Nicolas. Ce dernier ne souhaite pas reprendre sa parole, mais il ne veut pas s'engager tout de suite, car il veut auparavant connaître les plaisirs et les jouissances inconnues. Natacha ne pense plus à Boris, elle souhaite maintenant devenir danseuse. Nicolas rejoint Sonia. Après les retrouvailles de la veille, les relations sont difficiles. Le Nicolas de maintenant a bien changé par rapport au jeune homme qu'il était avant son départ et ses centres de préoccupation sont autres. Le vieux comte Rostov souhaite préparer un grand dîner au club anglais en l'honneur du prince Bagration. Il donne des ordres à ses domestiques et à un de ses fils au niveau de la nourriture et des divertissements. La princesse Droubetskoï fait son apparition. Le comte propose d'inviter Pierre Bezoukov et sa femme. La princesse Droubetskoï plaint Pierre, car sa femme l'a trompé avec Dologov. Le lendemain a lieu la réception. On parle de la défaite d'Austerlitz et on lui donne différentes raisons. Le prince Bagration est vu comme un héros, alors que le blâme tombe sur Kutuzov. On dit que Bolkonski est décédé. À la réception sont conviés quelques jeunes gens dont Nesvitsky, Denisov, Rostov ou encore Dologov. Bagration fait son apparition et est le centre d'attention des invités. Cet homme est à l'aise sur un champ de bataille, mais mal à l'aise dans ce club. On lui offre une ode sur un plat d'argent. Les invités s'installent dans la salle à manger pour le dîner. Le vieux comte Rostov lève son verre à la santé de l'empereur. Rostov le fait aussi, puis jette son verre par terre. D'autres invités font de même. Bagration est une fois de plus mis en avant. Pierre est abattu à cause de la tromperie de sa femme. Il a reçu le matin même une lettre dénonçant l'adultère. Au dîner, Dologov est assis en face de lui. Dologov boit à la santé des jolies femmes et de leurs amants. Pierre s'énerve après que Dologov lui ait pris sa cantate. Pierre se met à détester sa femme. Les deux hommes se battront en duel le lendemain. Rostov sera le témoin de Dologov et Nesvitsky sera celui de Pierre. Le lendemain, Pierre n'a plus envie de se battre. Il fait porter la faute sur sa femme et innocente Dologov. Nesvitsky tente d'empêcher Pierre de se battre, mais Pierre refuse de faire des excuses. Pierre tire sur Dologov et le blesse au côté gauche. Dologov tire en second, mais manque sa cible. Il tombe à terre. Nesvitsky accompagne Pierre chez lui. Dologov demande à Rostov de prévenir sa mère et prédit qu'elle ne survivra pas si elle le voit mourant. En rentrant chez lui, Pierre ne va pas voir sa femme, mais se rend dans le cabinet de son père. Pierre ne parvient pas à dormir tant il est tourmenté par ce qu'il vient de se passer. Il pense avoir tué Dologov. Tantôt il se sent responsable, car il a épousé Hélène sans l'aimer, et tantôt il la traite de pervertie. Le lendemain, Pierre a affaire avec sa femme, qui a pris le duel, et qui est maintenant en colère contre son mari. Selon elle, Dologov n'est pas son amant. Pierre veut qu'il se sépare, et pendant un instant, il est en proie à une folie meurtrière. Pierre part une semaine plus tard pour Saint-Pétersbourg. Le prince Nicolas Bolkonski ne sait pas ce qui est advenu de son fils. Il reçoit une lettre de Kutuzov qui ne lui apprend rien de plus. Lorsque sa fille Marie l'interroge à ce sujet, Nicolas lui dit qu'André a été tué. Le vieux prince charge Marie d'annoncer la nouvelle à Lise. Marie ne dit rien à Lise et attend qu'elle ait mis son enfant au monde pour lui annoncer la nouvelle. Marie et le vieux prince gardent leur chagrin pour eux. Lise commence à se sentir mal. La sage-femme Marie Bogdanovna est déjà dans la demeure, mais le médecin n'est pas encore présent.
Marie est étrangement gardée par la bonne Praskovia Savichna. Le travail commence. Une voiture arrive de nuit, la bonne pense qu'il s'agit du docteur. Marie retrouve son frère André accompagné du docteur. André entre dans la chambre de sa femme. Il s'imagine que Lise lui fait des reproches. Marie Bogdanovna lui fait quitter la chambre à la reprise des douleurs. À travers la porte, André entend les cris de sa femme. Lise donne naissance à son enfant, mais meurt de suite après. Lise est enterrée. Le nouveau-né est appelé Nicolas Andreevitch. Nicolas Rostov devient aide de camp du général-gouverneur de Moscou. Dologov n'est pas décédé de sa blessure. Rostov découvre que Dologov, qui passe pour quelqu'un de méchant, ne l'est pas en réalité. Les Rostov reviennent de la campagne en automne. Denisov s'installe chez eux. Nicolas amène des jeunes gens à la maison, qui sont en réalité attirés par les 3 jeunes filles qui s'y trouvent. Dologov ne plaît pas à Natacha, car elle le pense méchant. Natacha sait que Dologov est amoureux de Sonia. Peu après Noël, les Rostov donnent un dîner d'adieu avant le prochain départ de Nicolas et de Dologov. Au dîner, Nicolas sent qu'il s'est passé quelque chose entre Dologov et Sonia. Natacha lui apprend que Dologov a fait sa déclaration que Sonia a refusée. Nicolas a un entretien avec Sonia. Il lui demande de réfléchir à la proposition de Dologov, mais Sonia se dit amoureuse de lui. Dans la soirée se déroule un bal chez Yogel, le maître de danse. S'y trouvent les 3 filles, Nicolas et Denisov. Denisov a un faible par rapport à Natacha, qui est la meilleure danseuse. Il refuse de danser. Nicolas danse avec Sonia et Yogel avec Natacha. Lorsque Natacha invite, en réalité poussée par Nicolas, Denisov à danser la mazurka, Denisov refuse. Il finit par céder à Natacha et à Nicolas. Denisov et Natacha font forte impression. Dologov fait une soirée d'adieu à l'hôtel d'Angleterre. Nicolas s'y rend. Dologov est encore amer du refus de Sonia. Il pousse Nicolas à jouer aux cartes. Nicolas perd à tous les coups, ce qui augmente l'argent qu'il doit. La dette totale de Nicolas s'élève à 43 000 roubles, somme qu'il ne possède pas. Nicolas pense à donner à Dologov une lettre de change. Il sait quel coup la nouvelle va porter à son père et à sa mère. Nicolas rejoint sa famille à la maison. Denisov se trouve au piano et est accompagné de Natacha et de Sonia. Nicolas ne dit pas la vérité à sa mère et attend le retour de son père. Il a honte de sa dette. Natacha chante bien, ce qui impressionne son frère qui ne s'attendait pas à une telle voix. Après le retour du comte Rostov, Nicolas va le voir. Nicolas lui demande 43 000 roubles pour le lendemain. Il sera difficile pour le père de réunir une telle somme. Nicolas a conscience d'une faute à expier. En même temps, Natacha parle à sa mère. Denisov vient de lui faire une déclaration. Natacha ne se sent pas éprise de lui. Sa mère lui conseille de le lui dire. Natacha rejoint Denisov et elle refuse sa proposition. La comtesse Rostov lui reproche de n'avoir pas adressé la demande d'abord à elle. Denisov leur dit adieu. Tandis que Denisov part de Moscou, Nicolas reste plus longtemps afin que son père ait le temps de réunir la somme. Nicolas rejoint ensuite son régiment en Pologne. Après avoir quitté sa femme, Pierre est sur la route de Saint-Pétersbourg. Il est tourmenté par les récents événements. Il doit attendre à un relais, car le maître de poste n'a plus de chevaux disponibles. Un voyageur se joint à Pierre. Le voyageur nommé Bazdeyev a reconnu Bezoukov et connaît le malheur qui lui est arrivé. Bazdeyev possède une bague avec une tête de mort, ce qui est un signe de franc-maçonnerie. Pierre ne croit pas en Dieu. Le franc-maçon lui y croit et dit qu'il est impossible de lui prouver l'existence de Dieu, puisque Pierre ne veut pas le voir. Le discours du voyageur a un effet sur Pierre. Il est bien difficile de connaître Dieu, bien que les hommes s'y essaient depuis Adam et Ève. L'intelligence mène à des existences décevantes, tandis que la sagesse se place au-dessus. Pierre demande à Bazdeyev de l'aider. Le franc-maçon lui confie un mot à remettre au comte Wilarski. Pierre revient chez lui. Il reçoit la visite du comte Wilarski. Ce comte lui apprend que des démarches ont été effectuées pour que Pierre soit admis dans la franc-maçonnerie et qu'il est son parrain. Pierre désire devenir franc-maçon et dit croire en Dieu. Wilarski et Pierre se rendent à une loge. Pierre est éprouvé par des frères. Il se retrouve dans une salle où se trouve l'Évangile, un crâne et un cercueil. Quand un homme lui demande qu'est-ce qu'il cherche, Pierre dit qu'il veut se régénérer. Il répond aux diverses questions de l'expert. Celui-ci lui présente les 7 vertus. L'expert lui dit de lui remettre tout ce qu'il a de précieux. Pierre est déshabillé à moitié et a une pantoufle au pied gauche. Quand l'expert lui demande quel est son principal défaut, Pierre répond les femmes. Les épreuves continuent. À la fin de celle-ci, on remet à Pierre un tablier de cuir blanc, une truelle et 3 paires de gants dont la 3e paire est destinée à une femme que Pierre respectera plus que les autres. Pierre se sent complètement transformé. Pierre reçoit la visite du prince Basile. Le prince lui dit que sa fille est innocente et il aimerait que Pierre se réconcilie avec sa femme. Pierre se met en colère et fait sortir le prince Basile de chez lui.
Il part rejoindre ses terres. L'histoire du duel va de bouche en bouche. La société de Saint-Pétersbourg place Pierre en fautif et l'accuse d'avoir bien des défauts. Napoléon a eu du succès à Iéna et à Auerstedt et les troupes russes se préparent à une seconde campagne. À la fin de l'année 1806, Anna Pavlovna Scherer donne une soirée. La personnalité de la fête est Boris, qui est maintenant devenu aide de camp et qui vient d'être envoyé en courrier de l'armée prussienne. Anna Pavlovna Scherer lui fait parler de la situation de l'armée prussienne. Hélène montre des signes d'intérêt envers Boris. Elle l'invite à venir lui rendre visite mardi. Hippolyte dit que les Russes ont tort de faire la guerre pour le roi de Prusse. Selon Anna Pavlovna Scherer, la guerre est faite pour de bons principes. Boris se rend au salon d'Hélène le jour indiqué. Hélène lui donne un autre rendez-vous. Elle l'invite à dîner le lendemain soir. La guerre se rapproche de plus en plus des frontières russes. L'empereur confie au vieux prince Bolkonski un poste qui lui permet de devenir un des 8 chefs de la milice désignés pour toute la Russie. Marie et mademoiselle Bourienne sont attachées au petit Nicolas. Le prince André passe une partie de son temps sur la terre de Bogoutcharovo que lui a donné son père. Il abandonne la carrière militaire. Afin d'échapper à la reprise de la guerre, il s'emploie sous les ordres de son père. Le prince André est inquiet pour son fils qui est malade depuis quelques jours. Il fait donner une potion qu'il a préparée à l'enfant, bien que l'enfant soit endormi. Le prince André apprend par un courrier de son père que Bennigsen a battu Bonaparte à Eylau. Son père lui donne l'ordre de se rendre à Kortchev, mais André ne le peut pas à cause de son enfant malade. André lit la lettre de Bilibine. Ce dernier parle d'un maréchal qui a donné sa démission après n'avoir pas reçu de lettre alors que d'autres en ont reçu, du remplacement de ce maréchal par le comte Boevden qui est le plus ancien en grade, des tensions entre ce comte Boevden et le général Bennigsen, de l'armée qui manque de tout et des maraudeurs qui volent tout et n'importe quoi pour éviter la disette. Pensant un temps qu'il est arrivé quelque chose de grave à son fils, André se rend compte que son enfant est sur le chemin de la guérison. Arrivé à Kiev, Pierre veut prendre des mesures pour libérer ses paysans du servage. En attendant, il veut prendre des mesures pour soulager leur sort. Il veut exempter de travail les femmes et les enfants et il souhaite faire construire des hôpitaux, des asiles et des écoles. Bien que Pierre ait hérité de son père, il se retrouve moins riche qu'auparavant. En effet, il se retrouve avec plein de choses à payer. Pierre est obligé de s'occuper de ses affaires, alors qu'il n'en a pas la capacité. L'intendant lui fait comprendre qu'avant la libération des paysans, Pierre doit rembourser les dettes. L'intendant lui conseille de vendre certaines de ses possessions, mais les ventes sont trop compliquées pour Pierre. À Kiev, Pierre recommence ce qu'il faisait dans son ancienne vie, alors qu'il aurait dû en changer. L'intendant, bien qu'il sache que le projet de Pierre est impossible, lâche un peu de lest en laissant bâtir certaines bâtisses et en préparant des réceptions. Des paysans sont reconnaissants des bienfaits que Pierre a apportés dans leur vie. En réalité, les bonnes actions de Pierre ne sont pas toujours des bienfaits. Pierre rend visite à Bolkonski à Bogoutcharovo. Il retrouve son ami vieilli, maigri et pâli. Tandis que Pierre parle avec animation de son passé et de son avenir, André reste éteint. André n'a pas de réel projet. Il propose à son ami de l'amener à Lissygori et de lui faire rencontrer sa sœur. Au dîner, Pierre parle de son malheureux mariage. Pierre et André ont des avis différents sur ce qui est juste ou non, ce qui est bien ou mal. Tandis que l'un veut vivre pour les autres, l'autre veut vivre pour soi et ses proches. Selon André, il est mauvais pour les paysans d'être séparés d'un travail physique, tout comme il serait mauvais pour lui de se séparer du travail intellectuel. Soigner les paysans est aussi une mauvaise idée et aura des conséquences négatives. Pierre est horrifié par les idées de son ami. André évite de servir l'armée active en s'occupant bon gré, mal gré de la milice. Il ne cesse de démontrer que le projet de Pierre est voué à l'échec et qu'il faut se centrer sur soi-même et ses proches. Pierre et André se rendent à Lissygori. En chemin, Pierre révèle que la franc-maçonnerie l'a sauvé et il explique à son ami sa vision qu'il a d'elle. André ne parvient pas à être convaincu. André et Pierre arrivent à Lissygori. Ils surprennent des hommes de Dieu que Marie recueille, contre l'avis de son père. Ils se rendent dans la chambre de Marie où se trouvent 2 de ces hommes de Dieu. Une petite vieille appelée Pelagéyouchka et Ivanouchka. Ce sont des pèlerins, dont une dit avoir vu une apparition de la Vierge. Pierre et André ne prennent pas ce témoignage au sérieux, si bien qu'ils troublent Pelagéyouchka. Marie demande à Pierre de sortir son frère de son chagrin. Dans la soirée, le vieux prince Bolkonski revient à la demeure. Alors que Pierre pense qu'un jour, il n'y aura plus de guerre, le vieux prince pense le contraire. À Lissygori, Pierre est aimé de tous. Rostov est heureux de rejoindre son régiment. Il décide d'économiser afin de rembourser ses parents en 5 ans. Le régiment de Pavlograd se bat peu, mais connaît la misère. Les hommes et les chevaux ne reçoivent plus de vivres. Affamés, les soldats mangent ce qu'ils trouvent, comme une racine toxique, même si ça les rend malades. Même matin, ils n'osent se rendre à l'hôpital à cause de la haute mortalité dans ce lieu. Rostov redevient ami avec Denisov. Nicolas Rostov recueille chez lui un vieillard et sa fille qui allaient un enfant. L'empereur rend visite aux troupes, mais Rostov est trop éloigné pour parader à la revue.
Rostov et Denisov habitent dans une hutte creusée sous terre. Un jour, Rostov assiste à une dispute entre Denisov et un maréchal des logis, car Denisov a vu un homme manger cette racine. Denisov est parti et est revenu avec des vivres qu'il a pillés à un autre régiment. Suivant le conseil du chef du régiment, Denisov se rend à l'état-major. Il revient en mauvais état. On lui a reproché son pillage et Denisov a compris que les vivres étaient interceptés par les gens d'en haut. Une commission militaire va se pencher sur la faute commise par Denisov. Ce dernier risque d'être dégradé. Des fausses informations sont lancées sur son compte. Denisov profite du fait d'avoir été blessé par une balle pour se rendre à l'hôpital et éviter ainsi de renouveler sa visite à l'état-major. Se déroule la bataille de Friedland qui débouche sur un armistice. Rostov se rend au miteux hôpital pour y voir Denisov. Les médecins sont débordés de travail et le typhus fait des ravages. Les malades sont en mauvais état et laissés pour compte. La blessure de Denisov n'est pas encore guérie. Rostov s'inquiète surtout de l'air maussade de son ami. Concernant l'affaire de Denisov avec l'intendance, un homme lui conseille de demander une grâce à l'empereur. Denisov ne le veut pas, car il ne se considère pas comme un brigand. Il remet tout de même à Rostov une supplique destinée à l'empereur. Rostov se rend à Tilsit afin de remettre la supplique. Le 13-25 juin a eu lieu une entrevue entre Alexandre et Napoléon. Boris Droubetskoy a pris part à cette entrevue. Les deux empereurs se sont parlé durant 1h53 sous une tente. Le 24 juin, Rostov rend visite à Boris. Il se rend compte que des officiers français se mêlent aux officiers pourtant ennemis, depuis un changement dans la politique entre les deux pays. Ceci irrite Rostov pour qu'il l'ennemi reste l'ennemi. Rostov demande à Boris de transmettre la supplique au général. Boris ne paraît pas emballé par le projet, ce qui dérange Rostov. Nicolas Rostov compte remettre lui-même la supplique à l'empereur. Une fois de plus, il se fait des films dans sa tête. Un officier de service l'envoie balader. Rostov rencontre un général de cavalerie qu'il connaît et qui accepte de se charger de sa supplique. Rostov assiste au passage de l'empereur. Le général parle de l'affaire de Denisov à l'empereur, mais l'empereur ne peut pas intervenir, car la loi est au-dessus de lui. Rostov assiste à l'entrevue de Napoléon avec l'empereur Alexandre. Napoléon remet la Légion d'honneur aux plus braves des soldats ennemis. Lazarev est en réalité choisi au hasard. La punition non méritée de Denisov et la récompense non méritée de Lazarev insinuent des doutes dans la tête de Rostov. Ce dernier se rend dans une auberge. Aviné, il défend l'empereur après une réflexion d'un officier. Sans que Rostov le sache, il s'agit de la paix de Tilsit. La première partie s'étend de 1805 à 1807. Autrement dit de la soirée donnée par Anna Pavlovna Scherer jusqu'au traité de Tilsit. Comme l'indique le titre, le texte fait mention de périodes de paix et de périodes de guerre. Dans le premier chapitre, la guerre n'est pas encore déclarée, mais les bruits qui courent font sentir au lecteur qu'elle va bientôt éclater. Boris Droubetskoy et Nicolas Rostov vont par ailleurs bientôt rejoindre l'armée. Lors des chapitres suivants seront racontées des périodes durant lesquelles des personnages font partie active de la guerre et des périodes de congé durant lesquelles ils retournent chez eux. Nous avons également une dualité entre les personnages qui participent à la guerre et ceux qui restent en Russie. Dès cette première partie, les personnages principaux nous sont montrés. Nous avons 4 grandes familles. Les Bolkonski formés par Nicolas le père, sa fille Marie, son fils André qui est marié avec Lise. Les Bezoukov composés par le comte Cyril et son fils Pierre. Les Rostov formés du comte Élie, de la comtesse Nathalie et de leurs 4 enfants, Vera, Nicolas, Natacha et Petia. S'ajoute la cousine des enfants, appelée Sonia. Et la famille Kouragine composée du père le prince Basile et de ses 3 enfants, Anatole, Hippolyte et Hélène. Tout au long du livre, ces personnages se croisent et se recroisent. Certains s'apprécient, alors que d'autres se détestent. Il est question d'alliance entre ces familles. La partie 1 parle d'un mariage entre Pierre Bezoukov et Hélène Kouragine. Il est question aussi du refus du mariage entre la princesse Marie Bolkonski et Anatole Kouragine. Sonia refuse la demande en mariage de Dologov et Natacha refuse celle de Denisov. Des amourettes sont citées telles que celle entre Natacha et Boris et entre Sonia et Nicolas. Alors que certaines unions n'existent que pour l'argent, d'autres existent grâce aux sentiments amoureux. Les personnages n'habitent pas tous dans la même ville. Certains habitent à Moscou, d'autres à Saint-Pétersbourg, d'autres encore à la campagne. Des changements de ville sont fréquents chez certains personnages. En ce qui concerne les individus partis en guerre, ils se trouvent dans différentes villes d'Europe de l'Est. Dès le premier chapitre de la première partie, il est déjà question de Napoléon. L'opinion en vogue à ce moment-là est d'être contre l'empereur français. C'est l'opinion d'Anna Pavlovna Scherer. C'est aussi l'opinion de la plupart des invités lors de la soirée de Mademoiselle Scherer. Seul Pierre a une opinion favorable de l'empereur, ce qui le fait passer pour un excentrique à qui on ne doit pas laisser la parole libre. Lors de la fin de cette partie, la situation commence à se renverser puisque près des traités de Tilsit, des membres de l'armée française se mêlent à des membres de l'armée russe.
Dans la seconde partie, l'opinion majoritaire sera inverse. Tout en détestant Napoléon Bonaparte, la noblesse parle pourtant le français. Alors qu'un des thèmes principaux du roman est la guerre, l'œuvre est pourtant parcourue d'idées antimilitaristes. Une première idée pacifiste vient de l'abbé Moriot. Selon lui, la paix est possible grâce à un équilibre politique. À la scène 6 du chapitre 1, Pierre se questionne sur le pourquoi de la guerre. André, qui se pose moins de questions, dit se rendre à la guerre parce qu'il le faut et pour échapper à une vie qui ne lui convient pas. Dans la scène suivante, Pierre et Lise partagent les mêmes idées, puisque Lise se demande pourquoi les hommes ne peuvent vivre sans guerre. À la scène 19 du chapitre 1, Chinchine se demandera qu'est-ce qui les pousse à guerroyer contre Napoléon. Dans la scène 25, dans la lettre destinée à Julie, Marie écrit sur l'humanité qui fait consister son plus grand mérite dans l'art de s'entretuer. La critique de la guerre ne passe pas seulement par les paroles. Elle passe aussi par les descriptions de la guerre. Même si l'armée souffre de graves manquements, il faut faire bonne impression lors des revues. Les troupes sont très mal dirigées. C'est le cas lors du passage du pont qu'il faut passer puis brûler et lors de la bataille d'Austerlitz. Un plan est décidé et arrêté, même si certaines personnes y trouvent des failles. Les chefs ne font qu'exécuter les ordres qui viennent de plus haut qu'eux, même si ceci leur semble absurde. La plupart du temps, nous ne voyons rien au champ de bataille, soit à cause du brouillard, soit à cause de la fumée dispersée à cause des armes. La plupart des soldats ont en réalité peur. S'ils sont pris de panique, ils s'en vont et n'écoutent plus les ordres. Alors que Nicolas Rostov a une admiration sans borne pour l'empereur Alexandre. Lorsqu'il est blessé, il ne peut pas s'empêcher de s'enfuir et de se cacher. Peu d'hommes font des actions héroïques. Dans cette partie, seul le prince André et Tonchine en font. Ce ne sont pas les plus méritants qui obtiennent des récompenses. Denisov est injustement traité après qu'il ait volé de la nourriture pour nourrir ses hommes qui mouraient de faim. Parallèlement, Lazarev reçoit la Légion d'honneur, alors qu'il n'a rien de remarquable. Certains n'hésitent pas à remodeler leur histoire afin d'effacer auprès des autres leur couardise et donner d'eux-mêmes une image plus avantageuse. Natacha, relevant sa tête enfouie au milieu des dentelles de sa mère, regarda un moment la dame inconnue à travers les larmes du rire et se cacha de nouveau le visage. Obligée d'admirer ce tableau de famille, Madame Karagine crut bien faire en y jouant son rôle. « Dites-moi, ma petite, qui est donc Mimi ? C'est votre fille sans doute ?» Natacha, mécontente du ton de condescendance de l'étrangère, ne répondit rien et se borna à la regarder d'un air sérieux. Pendant ce temps, toute la jeunesse, c'est-à-dire Boris, l'officier, fils de la princesse Droubetskoï, Nicolas, l'étudiant, fils aîné du comte Rostov, Sonia, sa nièce, âgée de 15 ans, et Petroucha, son fils cadet, s'étaient groupés dans la chambre et faisaient des efforts visibles pour contenir, dans les limites de la bienséance, la vivacité et l'entrain qui perçaient dans chacun de leurs mouvements. Rien qu'à les voir, on comprenait bien vite que, dans les appartements intérieurs d'où ils s'étaient si impétueusement élancés, l'entretien avait été autrement gai qu'au salon, et qu'on y avait parlé d'autre chose que des bruits de la ville, du temps qu'il faisait et de la comtesse Apraxine. Ils échangeaient des regards furtifs et retenaient à grand-peine leur fou rire. Les deux jeunes gens étaient des amis d'enfance, du même âge, tous jolis garçons, mais absolument différents l'un de l'autre. Boris était grand, blond, d'une beauté calme et régulière. Nicolas avait la tête bouclée, il était petit et son visage exprimait la franchise. Sur sa lèvre supérieure s'estompaient légèrement les premiers poils d'une moustache naissante. Tout en lui respirait l'ardeur et l'enthousiasme. Il avait fortement rougi en entrant et avait essayé en vain de dire quelque chose. Boris, au contraire, reprit tout de suite son aplomb et raconta d'une façon plaisante qu'il avait eu l'honneur de connaître mademoiselle Mimi dans son adolescence, mais que depuis 5 ans elle avait terriblement vieilli et que sa tête était fendue.